Retour au direct pour cette ultime session thématique de nos journées régionales économie circulaire et déchets 2020 proposées conjointement par la direction régionale de l'ADEME Grand Est et la région dans le cadre du programme Climaction. On va parler dons, réemploi et réparation à présent. Valérie Lambotte, vous êtes ingénieure territoriale au sein de la direction régionale de l'ADEME en Grand Est. Pourquoi avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux? Oui, bonjour à tous. Pourquoi? Parce que augmenter le réemploi, c'est un objectif qui est bien identifié dans cette loi avec des axes, forts vers les producteurs, hein. Il y a un fonds réemploi, il y a un indice de réparabilité pour les fabricants. Bon, Richard reviendra sûrement sur ces mesures un peu plus tard et par contre, c'est vrai qu'il a justement été dit mardi matin dans la première séquence de nos rencontres que c'était une loi du quotidien et la réparation, le réemploi, ça vise bien notre quotidien et particulièrement vraiment tous ces objets qui font notre quotidien. Donc, l'allongement de la durée d'usage, la seconde vie des objets, c'est un peu bizarre d'en parler en ce moment parce qu'on a des injonctions tous les jours dans nos boîtes aux lettres pour changer de téléviseur parce qu'il est en promo. Mais bon, on va quand même en parler aujourd'hui. Et en tous les cas, c'est des sujets qui mobilisent donc pas que les entreprises, mais ça mobilise aussi les collectivités et des acteurs de vos territoires, justement, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est des artisans de la réparation, par exemple. Et donc, au-delà du détournement des déchets, il y a d'autres aspects positifs du réemploi qui légitiment vraiment les collectivités dans un rôle d'animatrice ou de facilitatrice sur des activités qui, elles, sont justement créatrices peut-être d'emplois ou de valeur ajoutée ou de qualification sur les territoires. Donc, on ne va pas pouvoir traiter le sujet dans son entièreté ce matin, hein, mais en tout cas, on voulait vous convaincre que vous avez un rôle à jouer sur ce sujet. On va mettre donc en avant des retours d'expérience, c'est l'usage, hein, dans nos rencontres, et puis aussi vous faire part de l'avancement de certains travaux ou études qui sont conduites à l'ADEME. Et du coup, ce sera Agnès, notre référente nationale sur le sujet. Et ça, c'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut faire venir les gens de loin aujourd'hui. Oui, on s'en est rendu compte, effectivement lundi puisqu'on a pu bénéficier de l'intervention, de Denis Blot qui est sociologue, à l'université d'Amiens et qui était avec nous. Et Ouais. effectivement, Valérie, vous venez de mentionner son nom, notre invité fil rouge, j'ai envie de dire, pour cette séquence, dons, réemploi, réparation, c'est Agnès, Jallier qui est, experte sur la thématique au sein des services centraux, de l'ADEME à Angers. Bonjour à vous, Agnès. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, même question, il fait beau à Angers ou dans les environs d'Angers? Ah ben aujourd'hui, non, on a un changement de météo, hein. C'est très très gris, mais voilà, je pense que voilà, on essaye de garder le moral et je pense que là aujourd'hui, on a un sujet qui va nous contribuer à être de bonne humeur. Allez, bah, écoutez, même combat, c'est du tout gris partout sauf dans nos cœurs et ce matin, à l'occasion de cette séquence, dons, réemploi, réparation. Donc vous avez bien fait d'être avec nous ce matin, c'est là qu'il fallait être définitivement. Agnès interviendra, plusieurs fois au cours de la séquence, pour, vous proposer des éclairages, sur le sujet, mais aussi, réagir à chaud, sur les interventions, de nos témoins. Les 2 premières, c'est, Marie-Josée Burguin et Emmanuel Chapin, qui sont déjà avec nous. Je vais me permettre de les saluer maintenant. Bonjour à vous 2. Bonjour, Bonjour. bonjour à tout le Ah monde. oui, on sent l'enthousiasme et le Oui, soleil dans votre bonjour et ça fait plaisir. Vous intervenez en tandem, puisque vous portez un projet commun. Emmanuel, vous travaillez au sein de la métropole du Grand Nancy, tandis que vous, Marie-Josée, vous œuvrez au sein de la MJC Lorraine. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants. Avec vous, on va évoquer le projet Repair Café et Trucotech. Et puis en seconde partie de séquence, on a voulu donner la parole à un porteur de projet ressourcerie, recyclerie plus, j'ai envie de dire. Vous découvrirez ça tout à l'heure. C'est le retour d'expérience de Belle Ocase. Christophe Felzin, le directeur de Belle Ocase, avait vraiment envie de pouvoir intervenir, mais ne pouvait pas être avec nous ce matin. Du coup, on a pris un petit contact préalable avec lui et on a enregistré tout ça pour vous le livrer ce matin en format vidéo, histoire que vous ne perdiez pas
le contenu intéressant que Christophe voulait nous partager. Et comme d'habitude, vous connaissez la procédure maintenant. En fin de séquence, on aura l'occasion de remonter aux intervenants vos questions ou vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à utiliser la conversation en mode conférencier et participant de façon à ce que tout le monde puisse profiter de vos contributions. C'est Valérie qui sera très attentive tout au long de la séquence pour collecter vos contributions, vos questions, vos remarques, vos commentaires et les restituer aux intervenants tout à l'heure, juste avant la séquence réglementaire pendant laquelle on retrouvera Richard Marcelet et les conclusions de Valérie. Pour poser le cadre, parole à Agnès, hein, quelques éléments de contexte et puis des chiffres clés aussi en matière de réemploi et de réparation. Agnès, on va essayer de prendre la main sur votre support PowerPoint pour pouvoir le mettre à l'écran. On va tenter la manip tout de suite, voir si ça fonctionne. Pour l'instant, c'est Agnès qui est en plein écran. Juste patienter une minute. Voilà, ça fonctionne, magnifique. Donc, vous voyez le support d'Agnès et vous voyez la petite vignette d'Agnès. Donc, on continue à vous voir, ce qui est plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas, Agnès, c'est simplement puisque le PowerPoint passe à partir d'ici, de chez moi. N'hésitez pas à nous indiquer quand passer à la diapo suivante, ça sera plus simple. Allez-y, Agnès. D'accord, merci. Alors là, du coup, vous voyez l'écran en grand ou juste une question? Parce que du coup, là, je Donc, sais pas ce que vous voyez. vous apparaissez en petite vignette, Agnès, donc on D'accord, vous voit toujours, OK, mais on pas de peut grimace. effectivement, ah bah voilà, par exemple, quoique Voilà, ça pourrait être intéressant et susciter des commentaires dans le chat, mais c'est voilà. une autre histoire. Donc, on continue à vous voir et effectivement, en 3/4 écran, on profite de votre support. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, je vous remercie tous, hein, pour participer à ce webinaire. L'objectif était aujourd'hui alors excusez-moi, juste un petit souci d'affichage chez moi. Hop, voilà. Hop, excusez-moi, c'est les aléas de voilà. Donc du coup, là, aujourd'hui, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, juste pour, compléter, voilà, pourquoi on parle du réemploi, de la réparation, de la réutilisation, hein, c'est bien un axe fort, de l'économie circulaire, hein, parmi les 3 domaines et les 7 piliers, qui vise à allonger la durée de vie des produits. Et clairement, aujourd'hui, cet allongement permet de réduire la production de déchets, de limiter la consommation de ressources, hein, en évitant ou en retardant l'achat de produits neufs. Donc c'est important que chaque acteur de la chaîne de valeur, à la fois au niveau de l'offre, mais aussi du comportement des consommateurs, que chacun puisse, être acteur, à la fois au niveau de la production que de la consommation. Donc voilà, ça c'est important de bien de l'avoir en tête. C'est pas uniquement parce que là, quand on voit le schéma, uniquement, c'est au niveau de la demande et comportement des consommateurs, mais c'est bien une problématique tout au long de la chaîne, de l'approche cycle de vie d'un produit, sur lequel on peut agir et permettre, d'allonger la durée de vie des produits par le réemploi, la réparation et la réutilisation. Slide suivante. Donc du coup, là, l'idée, c'était de vous présenter, quelques chiffres clés, du secteur. Alors pour commencer, le secteur de la réparation. Du coup, on a, un secteur, en quelques chiffres, hein, qui représente hors tout ce qui est secteur automobile, hein, parce que le secteur automobile est un secteur très, important dans le secteur de la réparation. Donc hors automobile, ça représente 46 000 entreprises, plus de 59 000 emplois, et un chiffre d'affaires de, plus de 6 milliards d'euros. Donc clairement, on a différents, secteurs, spécifiques, hein. C'est pas un secteur qui se porte, le «mieux» entre guillemets. Il y a sur certaines catégories de produits, où ça va mieux et d'autres où ça fonctionne moins bien. Sur la slide suivante, on peut voir notamment au niveau de l'état de ce secteur-là. 4 secteurs qui sont confrontés à des grandes difficultés. Slide suivante.
et donc notamment tout ce qui est GEM, hein, les frigos, le petit électroménager, mais aussi tout ce qui va être cordonnerie, chaussures et cetera. On a 2 secteurs qui sont plus jeunes et qui sont très attractifs, qui rencontrent moins de difficultés, notamment, tout ce qui est hi-fi, téléphonie. Clairement, ce sont des produits, à forte valeur ajoutée, et qui, de par leur coût aussi d'achat, sont du coup, très intéressés par le secteur de la réparation, notamment aussi toute la partie, reconditionnement. Et un secteur qui rencontre un peu de difficultés, enfin peu de difficultés pardon, c'est le secteur, du vélo. Voilà, on voit clairement se développer aussi pas mal d'acteurs de l'offre, vélo, mais aussi, sur le côté, recyclerie réparation, tout le réseau notamment de Le Recyclage qui développe, de nombreux ateliers, sur le territoire français. Heu, sur l'aspect secteur du réemploi, slide suivante, on a, au travers du panorama du réemploi et de la réutilisation, qu'on réalise, au niveau de l'ADEME depuis plusieurs années. Donc là, ce sont des chiffres qui datent de l'édition 2017. On a pu estimer, hein, je parle bien d'estimation parce que c'est très compliqué de capitaliser sur les chiffres. On a, 1 000 000 de tonnes, de biens de consommation courante qui ont été estimés, réemployés ou réutilisés en 2017, avec, l'action notamment de plus de 6 700 structures du réemploi ou de la réutilisation, mais aussi, via l'action des sites internet, parce que c'est aussi un secteur, qui se développe bien sur le net par rapport cette dynamique de réemploi, au niveau des biens de consommation courante. Donc c'est un secteur qui est en progression. On a une augmentation du nombre de structures, hein, physiques aujourd'hui, 22 en plus depuis 2014, et on a une augmentation des biens de consommation, de l'ordre de 30 estimés depuis 2014. Heu et pour terminer sur les chiffres, donc sur la slide suivante, on a pu mettre en évidence aussi les impacts à la fois de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les impacts de l'économie, conventionnelle, puisque le secteur du réemploi de la réutilisation, est bien porté par ces deux secteurs-là. Comme vous pouvez le voir en termes, par exemple, si je prends en termes de chiffre d'affaires, l'ESS, c'est moindre, hein, c'est 370 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quand même une augmentation de l'ordre de 30 depuis 2014, et alors que l'économie conventionnelle, donc quand je parle de l'économie conventionnelle, hein, c'est les sites internet, les dépôts-ventes, les revendeurs, tout ce qui est intermédiaire et reconditionneur. Là, on est sur un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important, hein, 1000, plus c'est un chiffre beaucoup plus important. On multiplie, au-delà de multiplier par 2 par rapport à l'économie sociale et solidaire, avec aussi une forte progression, donc ce que je vous disais, les sites internet notamment, ou aussi le monde du reconditionnement, donc pour tout ce qui est, équipement électrique et électronique. Sur l'aspect tonnage, c'est pareil, hein, on a une forte augmentation aussi. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, hein, qui est porté avant tout par tout ce qui est structure, type recyclerie et association caritative, c'est une estimation de 200 000 tonnes de biens réemployés, ou réutilisés, donc il y a une augmentation. Et côté économie conventionnelle, on a une estimation à 800 000 tonnes, aussi avec cette forte progression. Au niveau des ETP, hein, c'est assez intéressant de regarder ça. C'est qu'au regard du chiffre d'affaires, l'économie sociale et solidaire, c'est, une estimation à 21 000 ETP, équivalent temps plein en termes d'activité, alors qu'avec un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. Et quand on regarde l'économie, conventionnelle, c'est un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important, mais avec moins d'ETP. Donc voilà, on voit bien que dans le cadre des modèles économiques, il y en a un qui emploie plus et qui fait moins de chiffres et un qui emploie moins, mais qui fait plus de chiffres. Voilà, donc c'est aussi intéressant de confronter ces chiffres-là au regard des dynamiques des différents secteurs. Voilà, donc là, juste pour continuer sur ces chiffres-là, on a une augmentation de biens. Ce que nous, on constate par rapport à ce panorama-là, alors il date de l'édition 2017, hein, donc on n'a pas les chiffres, là tout récents, de 2019. Mais ce qu'on remarque, et c'est toujours cette tendance-là, c'est que clairement l'économie sociale et solidaire est un acteur important, du secteur du réemploi. On a aussi, ces intermédiaires et reconditionneurs qui sont des acteurs, qui montent aussi en puissance, dans ce secteur-là, et qui, ont eux une forte valeur ajoutée économique, en sachant que ce sont des acteurs qui, se focalisent sur des produits à plus forte valeur ajoutée.
et donc aussi sont clairement, dépendants aussi ce que je dirais, de cette société de consommation, hein. Puisqu'en fait, pour, reconditionner des produits, ils s'intéressent surtout à des produits, relativement quand même récents et donc en fait aussi, ils existent parce qu'on renouvelle et parce qu'on achète du neuf et que ces produits-là, les gens qui s'en défont, restent un produit à forte valeur ajoutée et qui, on sait, va pouvoir retrouver un consommateur qui sera intéressé par ce produit-là et donc du coup, il y a un lien très fort aussi entre la mise en marché de produits neufs et le développement du marché de l'occasion, notamment sur la téléphonie et ces acteurs-là vont bien sûr sur des produits à forte valeur ajoutée. Et les sites internet, comme je l'ai dit, c'est un marché en forte croissance, hein. On a une estimation de plus de 100 millions de biens échangés. Alors c'est compliqué, hein, de comptabiliser, hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des estimations. Les sites internet ne comptabilisent pas toujours, les quantités, mais en tout cas, voilà, on arrive à mettre en évidence quand même qu'il y a beaucoup de flux qui passent par les sites internet et voilà et pour terminer, on a aussi, quelques filières, spécifiques, hein, notamment, les 3 E, comme je vous disais, les équipements électriques et électroniques. En fonction entre un frigo et un téléphone, on n'est pas du tout sur le même marché et les tensions sont très différentes, notamment, dans le secteur de la téléphonie, c'est à forte concurrence. Bon et alors que, par exemple, c'est sûr que sur l'électroménager, les frigos, les fours et cetera, c'est un marché qui intéresse moins, des secteurs, de l'économie conventionnelle et sur lequel l'économie sociale et solidaire, elle est beaucoup plus présente. Notamment, on peut tous connaître, le réseau Envie. Voilà et pour terminer sur les chiffres, sur les quelques chiffres en France sur l'aspect, recyclerie, en tout cas secteur de l'ESS pardon, on estime que l'ESS, par rapport à son activité couvre quand même déjà une bonne part des biens de consommation courante aujourd'hui et on imagine aussi un fort développement par rapport aux nouvelles filières REP, qui vont être mises en place d'ici 2022 suite à la loi AGEC, on a la filière jouets, la filière articles de sport et la filière bricolage, où on pressent, on estime un fort potentiel de réemploi et qui devrait du coup permettre aussi d'augmenter et d'atteindre nos objectifs de 5% là, de réemploi dans tout ce qui est produit de biens de consommation courante. Merci beaucoup Agnès pour ce premier éclairage et ces chiffres clés en matière de réemploi et de réparation. Un beau marchepied pour aller vers nos premières intervenantes, Emmanuelle Chapin et Marie-Josée Burguin. Emmanuelle, je le disais tout à l'heure, vous travaillez au sein de la métropole du Grand Nancy. Marie-Josée, vous êtes active au sein de la MJC Lorraine. Vous allez nous expliquer dans quelques instants ce qui rapproche un acteur de terrain tels que la MJC Lorraine et puis une grande collectivité comme le Grand Nancy. Peut-être donner la parole d'abord à Emmanuel pour justement dézoomer un peu et rappeler dans quel contexte cette collaboration s'inscrit. On va forcément parler de dispositifs de planification, économie circulaire et prévention des déchets avec vous, Emmanuel. Je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. On va passer du coup le support de notre présentation. Absolument. Ah. Un petit... C'est bon? Alors, c'est toujours le moment où on dit qu'il suffit de partager l'écran. Voilà. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça devrait le faire. Ça a bien marché jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que On y arrive, on y arrive, on y arrive. J'ai toute confiance en vous. Je sais que ça va bien se passer. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à déposer des contributions sur le chat. J'en profite pour remercier Mélanie de Strasbourg qui nous a, bien vu Mélanie, fait remarquer que le diaporama d'Agnès n'était pas en plein écran. Ça nous a permis d'ajuster le tir. Vous confirmez aussi, puisque la question a été posée dans le chat, oui, l'ensemble des supports qui ont été utilisés par nos intervenants de ce matin, mais aussi de lundi, seront, je dis toujours lundi, en fait, depuis ce matin, mais c'est mardi. C'est mardi qu'on s'est vu pour la première session. Donc, l'ensemble des supports seront disponibles sur le mini-site sur lequel vous vous êtes inscrit dans les meilleurs délais, comme on dit dans ces cas-là. Vous y trouverez aussi le replay de nos échanges. Regardez comme c'est bien fait. Voilà le PowerPoint d'Emmanuel et de Marie-Josée qui s'affiche. Voilà. Just in time. Allez-y, Emmanuel. Oui, je vais peut-être laisser Marie-Jo
justement nous définir ce qu'est un Repair Café, parce que nous, on est dedans depuis plusieurs années, mais peut-être que pour les uns et les autres qui nous regardaient, ce n'est pas une définition si facile. Alors, le concept de Repair Café, je le dis avec l'accent, est né à Amsterdam. C'est le fait d'une personne qui était au chômage, qui s'appelle Martine Potsma, qui est à l'origine donc de ce concept en 2009 et qui, au chômage, avait besoin de réparer une cafetière, il me semble. Elle est descendue dans le café qui était en dessous de son appartement et de là est partie une idée de co-réparer et de réparer ensemble, donner une deuxième vie à des appareils. Voilà, aujourd'hui, les Repair Café sont présents dans le monde entier. Et c'est extraordinaire cet engouement. Voilà, donc je laisse Emmanuel poursuivre. Voilà. Du coup, comment on en est venu effectivement à se rapprocher entre la métropole et la MJC Lorraine pour monter ce projet-là? Alors, sur le territoire de la métropole, en 2014, la MJC Lorraine en fait, a organisé son premier Repair Café dans ses locaux. Et elle a donc acquis un savoir-faire en fait, en la matière, et c'était le premier sur le territoire. De son côté, la métropole, dans le cadre de son programme local de prévention des déchets ménagers, elle faisait déjà la promotion de la réparation, du réemploi, de l'allongement de la durée de vie des objets, afin de réduire les déchets. Et fin 2015, en novembre, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, la métropole a organisé le village de la réparation et du réemploi. C'était un grand rendez-vous sur un week-end au parc de la Pépinière. On a convié une quinzaine d'artisans de la réparation, mais aussi des associations, dont la MJC Lorraine et son Repair Café. Et alors là, on s'est rendu compte qu'il y avait un très beau succès, que les attentes étaient fortes, et on s'est dit que ce serait intéressant de monter un Repair Café itinérant. C'était la première idée qu'on avait. Alors en 2016, on a travaillé conjointement, la MJC Lorraine et la métropole, à monter en fait ce dispositif. L'objectif, c'était finalement de déclencher l'émergence de Repair Café, et non pas d'en monter un nous-mêmes, mais de déclencher l'émergence de Repair Café en accompagnant des porteurs de projets et en les guidant vers l'autonomie dans ces ateliers-là. Donc finalement, les élus de la métropole ont délibéré, on a pu signer une convention de partenariat en 2017 pour une durée de 4 ans. Alors dans cette convention, quels sont les rôles des uns et des autres? La MJC Lorraine, elle apporte son savoir-faire et son expertise. Elle anime également le réseau du Repair Café de la métropole. Et de son côté, la métropole, elle a la légitimité d'aller interpeller les structures dans son territoire et notamment les mairies pour les inciter à monter un Repair Café. Et puis, elle apporte un soutien financier important. Alors, ce projet, je l'ai dit, c'est une action phare du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui est porté par la métropole. Mais comme l'a dit Valérie, c'est aussi un projet qui a beaucoup d'atouts pour le territoire. Bien sûr, on va réduire les déchets. On va aussi lutter contre l'obsolescence programmée, mais on va aussi créer du lien sur les territoires entre les gens au sein des villes, des quartiers. Puis on va maintenir les savoir-faire en matière de réparation et puis créer de l'emploi. Alors, avant de définir le réseau en lui-même, pour préciser les personnes qui gèrent ce réseau, donc l'équipe, elle est à la MJC Lorraine constituée de 2 binômes de gestion qui gèrent le réseau en termes administratifs, c'est-à-dire moi qui suis chargée de mission. Donc, je gère tout ce qui est développement et essaimage des sites et mon collègue ingénieur électronicien qui gère toute la partie technique. On va voir quelle est la plus-value par rapport à son expertise. Nous avons une service civique qui aide au niveau technique sur les sites, qui gère tous les supports de communication parce que nous sommes très présents sur les Facebook, nous avons un site internet dédié et nous sommes en lien avec le site internet de tous les réseaux, enfin de tous les Repair Café français. Donc on échange tous les jours, surtout en cette période. C'est très important d'échanger nos expériences. Et nous avons 2 animateurs qui aident sur les sites et on va voir comment on va collecter aussi en déchetterie toutes les semaines des objets qui vont être mis réemployés. La réparation et on a constitué un gros stock de gestion des stocks qui est disponible pour tous les bénévoles et donc c'est un très très gros travail de référencement. Voilà.
Donc, le réseau actuel, je laisse Emmanuelle, qui a failli me donner une claque parce qu'elle voulait passer. Non, non, mais c'est on est passionné par ce projet, donc on pourrait en parler des heures. Et donc oui, côté métropole, je fais le pendant de ce que tu disais. Moi, je travaille sur ce projet du coup depuis le début de l'année 2016 en fait. Hein. Il a fallu 1 an et demi pour le monter. Donc actuellement, on a un réseau assez dense de Repair Café sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. On a 13 ateliers en fonctionnement. Bon, ils sont suspendus en ce moment cause Covid, mais ça reprendra d'ici peu, on l'espère. On a même la particularité d'avoir un Repair Café qui est intercommunal, c'est-à-dire que les 3 communes de Pulnoy, Saulsure et Séchamps se sont regroupées pour accueillir alternativement un Repair Café. Donc on voit qu'on a un réseau dense, c'est vraiment une fierté pour nous, parce que par sa densité et son dynamisme, ce réseau est unique en France. Donc il faut savoir qu'un atelier se tient à peu près chaque mois, donc par Repair Café, ce qui veut dire que les grands Nancéens ont chaque mois 13 possibilités d'aller faire co-réparer leurs objets en fait. Donc on avait vraiment souhaité inscrire ce projet-là en proximité avec la population. Voilà, donc en proposant des ateliers finalement sur des jours et des horaires différents à plusieurs endroits. Puis voilà, c'est un réseau qui est encore en expansion. Voilà, on a des demandes qui sont en cours. On étudie les choses pour des ouvertures prochaines. Et puis, par ailleurs, la MJC Lorraine exporte son savoir-faire un peu au-delà des frontières de la métropole, dans le sud du département, et bénéficie aussi d'un soutien de la région Grand Est et de la Fondation de France, je crois. Oui, c'est ça. Donc, sur l'essaimage, on est effectivement sur encore 5 demandes de sites. Pour l'ouverture, on devait terminer donc sur 2020, ça sera 2021, bien évidemment, avec une spécificité du centre pénitentiaire de Nancy qui demande d'intégrer donc un Repair Café dans leurs locaux, ce qui va être très compliqué, mais faisable, puisque c'est un milieu fermé. Donc, c'est toute une construction très intéressante parce qu'on est aussi sur la préparation à la sortie des détenus. Donc, on travaille avec le service de prévention et de probation. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Sur l'exportation hors métropole, on est aussi sur des projets qui commencent à bien se mettre en place. Et à signifier aussi que nous sommes souvent sollicités jusqu'à Paris, des personnes qui nous demandent de leur donner des conseils pour constituer un site. Voilà. Sur le réseau actuel, Emmanuelle l'a dit, donc c'est une fois par mois. En 2019, nous avions 140 rendez-vous. On peut rajouter sur ces rendez-vous-là des événements bien spécifiques, puisqu'on intervient aussi sur des événements que organise la métropole, Jardin de Ville, Jardin de Vie. Nous faisons des repères cafés plus spécifiques en fonction des événements. L'année dernière, à Noël, à Saint-Nicolas, nous avons fait des repères cafés spécial jouets et nos co-réparateurs étaient des enfants. Donc, on sensibilise les enfants déjà à la co-réparation et au réemploi de leurs jouets. Chaque rendez-vous, c'est une session de 2 heures, c'est-à-dire qu'on a une demi-heure de mise en place qui demande à l'équipe technique de vérifier la faisabilité, la sécurité en termes d'électricité. Et une demi-heure de rangement est souvent très conviviale parce que c'est un moment où on échange sur ce qu'on a réparé pendant la session et c'est un moment aussi convivial parce que c'est un repère café, on le répète. Voilà. Sur chaque site, nous avons un référent bénévole qui est chargé de l'organisation de la session et qui nous rend compte chaque mois des statistiques de réparation, de réparabilité, parce que nous faisons donc un retour à la métropole régulièrement, parce qu'on participe à la gestion des déchets. Donc, il faut donner des chiffres clairs et nets. Et nous avons sur ce réseau, donc aujourd'hui, un peu plus de 110 bénévoles. Voilà. Que nous retrouvons une fois par an. Je le précise, sur une grande réunion conviviale, mais aussi réunion pour faire le point, échanger sur nos expériences et parfois les problématiques qu'on peut rencontrer. Alors, les chiffres, c'est le moment le plus important, je pense, parce que c'est très parlant. Donc, nous avons mis les chiffres des 3 dernières années, enfin l'année 2020, elle est finie puisque nous n'avons pas pu reprendre notre activité. Elle s'est arrêtée sur 5 mois.
Donc, ce qui est important, c'est voir le poids total en kilos. En 2019, par exemple, nous étions à 5000 kilos, ce qui est important. Et le taux de réparabilité aussi à noter, puisque aujourd'hui, nous sommes à 66%, c'est-à-dire que 66% des objets qui sont pris en main par nos dépanne acteurs ainsi que nos bénéficiaires sont réparés aujourd'hui à 66%. Le top 5 des objets, les aspirateurs, les cafetières, les centrales vapeur, les grille-pains et les bouilloires, ce qui m'amène à préciser aussi que quand se passe la co-réparation, il y a aussi une notion de sensibilisation à l'emploi de l'appareil, l'utilisation, exemple sur le type d'eau qu'on utilise pour les centrales vapeur, comment on nettoie un aspirateur, comment on nettoie un filtre de cafetière, parce que certains ne savent pas que ça se nettoie. C'est un peu spécifique sur un type de cafetière. Et on travaille beaucoup avec l'Organisation mondiale sur l'obsolescence programmée. Et donc, on travaille avec les associations sur la labellisation donc, des objets par rapport à plusieurs points de surveillance. Et le 26 novembre, le Parlement européen a noté une résolution concernant justement, le Parlement européen, sur le renforcement de la durabilité, c'est-à-dire que les constructeurs vont aujourd'hui être beaucoup plus attentifs sur leurs prototypes s'ils veulent qu'on achète leurs produits. Voilà. Donc, la procédure d'implantation d'un repère café, elle se fait en 4 étapes. Très rapidement, donc la première émane donc du futur porteur de projet qui peut être une commune, association, une MJC. La deuxième étape consiste avec mon collègue technicien, d'aller sur le site et de vérifier la faisabilité des lieux, c'est-à-dire est-ce que c'est accessible à tous, est-ce qu'au niveau sécurité, on a les armoires électriques conformes, est-ce que tout est OK là-dessus. Troisième étape, on organise ensemble avec le futur porteur de projet la réunion d'information. C'est là qu'on va recruter nos bénévoles. Ensuite, on met en place, nous, à la MJC, tous les supports de communication et on signe la convention tripartite, donc avec la métropole, le porteur de projet et nous-mêmes. Et la quatrième étape, c'est vraiment le début du premier repère café avec l'identification sur le site du réseau et le repère devient membre du réseau. Et ça peut se faire en 2-3 mois. Maintenant, avec notre expertise, ça va très vite. Donc, quels sont les coûts d'implantation d'un repère café? Alors, on signe une convention de 2 ans avec chaque porteur de projet. Donc, la première année, ce porteur de projet bénéficie d'un accompagnement très fort de la part de la MJC Lorraine, qui est présente à chaque atelier pour guider la bonne marche des ateliers de co-réparation. Et cet accompagnement est pris en charge par la métropole. Sur la deuxième année de la convention, si le porteur de projet est autonome dans la réalisation de son repère café, et c'est ce qu'on souhaite, à ce moment-là, sa participation financière est de 500 €. Et s'il ne se juge pas autonome et qu'il souhaite à nouveau bénéficier d'une année d'accompagnement telle que la première année, sa participation est de 2500 €. Sur la deuxième année et en cas d'autonomie, ce qui est important, c'est cette notion de réseau. Marie-Jo va y venir. Sur la deuxième année, finalement, la MJC Lorraine, elle est présente en soutien technique, avec son expertise, avec son réseau aussi de bénévoles. Et puis, il y a toute cette animation du réseau qui prend de plus en plus d'importance. Marie-Josée, Emmanuel, j'attire votre attention sur le fait qu'il vous reste 2 minutes. Oui, Donc, si on a le temps d'évoquer le projet Trucotech, parce que je sais qu'il vous tient à cœur, ça serait chouette. Ouais. Voilà, donc on pourra regarder chacun la plus-value du réseau, l'adaptation à la crise sanitaire, parce qu'on a mis en place un matériel bien spécifique pour stériliser les appareils qu'on prend en main avant de les donner aux dépannateurs. C'est une boîte à UV avec à UVC, voilà, c'est spécifique. Alors, la Trucotech, effectivement. Donc, nous avons candidaté sur un appel à projet suite à une rencontre sur le site d'Artem à Nancy, dans le cadre du dispositif du développement durable et responsable. Cette
Ce projet nous a interpellés d'emblée puisque, habitant sur la zone de Vendeuvre, sur la commune de Vendeuvre, avec un fort public étudiant, on en connaît la spécificité, mais on n'a jamais travaillé avec eux. C'est-à-dire qu'on a constaté, et là de plus en plus, c'est encore plus présent là maintenant, une grande paupérisation du public étudiant. On a beaucoup d'étudiants nancéens qui sont boursiers, qui ont des difficultés et de plus en plus au quotidien. Et on a constaté aussi, en travaillant avec le Crous et avec des associations étudiantes, que beaucoup d'étudiants partent en laissant leur matériel de petit électroménager, hein, laissent leur matériel en bas des hébergements et que ces appareils ne sont pas réutilisables parce qu'il faut les reprendre en main. Voilà, donc on va proposer une offre globale de biens d'équipement à prix réduit. Donc, je reviens très rapidement sur les pôles d'intervention qui sont en train d'être travaillés. Donc, on partira sur un modèle économique associatif ou coopératif. C'est le groupe de travail qui va le mettre en place. Donc, les 5 pôles essentiels, donc la collecte des DEA, des 3E et TLC, parce que l'étudiant a besoin d'un pack pour démarrer son année universitaire. Et puis, au quotidien, il a besoin parfois d'un petit, pour faire la fête, hein, ce n'est pas le moment, mais enfin, ça lui arrive de faire une petite raclette et voilà, venir emprunter une raclette, mais pas que. Donc, on va récupérer des éléments sur les zones d'hébergement et aussi en déchetterie, et on a aussi des dons qui arrivent tous les jours. La valorisation, donc c'est un travail qu'on a l'habitude de faire, notre les repères café, tri, contrôle, nettoyage, réparation d'objets. La vente, le prêt, la location, donc avec une boutique solidaire et la sensibilisation au développement durable, à l'économie circulaire avec des actions étudiantes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est on envisage, et ça sera vraiment le cœur de notre projet, c'est qu'on tient vraiment à proposer aux étudiants des petits CDD sur ce projet. Donc, effectivement, on rentrera dans le cadre de l'ESS, vraiment, puisqu'il y aura des emplois à proposer. Et puis, voilà. Donc, c'est un projet qui est très proche de la recyclerie, de la ressourcerie qu'on va voir. C'est innovant sur Nancy, ça n'existe pas, mais ça répond vraiment à un besoin, à une demande des étudiants. Et pour terminer là-dessus, tout le projet est mis en place depuis le début avec des étudiants et des associations d'étudiants. L'exemple de la communication est fait par l'IUT Charlemagne qui a comme projet de deuxième semestre de monter tout le logo, tout le visuel et même le site internet. Voilà. C'est un très beau projet et on a hâte que ça se mette en place. Merci beaucoup Marie-Josée. Je savais qu'il vous tenait à cœur. On en avait discuté toutes les deux pour préparer l'intervention. Donc, j'avais vraiment envie que vous puissiez en dire quelques mots. Merci aussi à Emmanuel pour son intervention lors de la première partie consacrée à ce réseau de Repair Café qui est hyper dynamique autour de Nancy. Vous l'avez compris. Agnès Jaillet, notre experte nationale ADEME, je voudrais vous faire réagir à chaud sur ce témoignage. C'est plutôt intéressant et plutôt innovant par certains aspects, les initiatives qui nous ont été présentées, non? Oui, alors après, le côté innovant des repères café, là, aujourd'hui, où on peut être content, c'est que ça a essaimé, c'est que du coup, ça s'est déployé dans d'autres territoires. Donc, l'initiative est née avec cette MJC en Lorraine. Donc, on peut que s'en féliciter sur l'essaimage que nous, on voit se déployer au niveau national. Alors après, les organisations ne sont pas toujours aussi, de la même façon que celle qui a été évoquée. On n'a pas toujours le partenariat ou de conventionnement avec les collectivités. Des fois, il y a des initiatives qui sont de centres socioculturels ou individuels. Donc, c'est vrai que là, il y a un apport de la collectivité qu'on peut saluer et puis c'est complètement cohérent avec la politique locale, notamment de réduction des déchets, des missions de sensibilisation auprès de la population. Donc ça, je tenais à le préciser que c'est quand même une vraie plus-value pour le montage, pour la dynamique du projet. Ce n'est pas le cas partout. Malheureusement, après, ça n'empêche pas les initiatives, mais c'est vrai que c'est vraiment un plus d'avoir la contribution et l'implication de la collectivité. Alors moi, ce que je note et ce que j'ai moins vu dans d'autres repères cafés, c'est cette implication, notamment des enfants dans le spécial jouet. J'avoue que c'est une idée que j'avais pas encore vue émerger, en tout cas
pas de visibilité en termes de capitalisation et que je trouve que ce serait en effet quelque chose qui pourrait être développé dans d'autres types repères café ou ateliers d'autoréparation qui ne sont pas forcément labellisés repères café, hein, et que je trouve que c'est bien d'aller sur ce public jeune et de les impliquer. Donc, je trouve que c'est une belle idée et une belle initiative. Alors, sur le top 5 aussi des objets, aspirateur, cafetière, fer à repasser, grille-pain ou bouilloire, et à la fois, je suis pas surprise de ce top 5 parce que c'est souvent des produits que justement les gens éventuellement voudraient réparer, vont voir le réparateur et qu'en fait, le coût de la réparation, ça les freine des cas de fer parce que du coup, le coût, il est important par rapport à la valeur du produit et qu'en fait, ça leur reviendrait quasiment moins cher pour eux d'aller en acheter un neuf. Donc on est sur cette problématique. Donc au moins ces produits-là, je dirais qu'aujourd'hui, on a du mal à les faire réparer, parce qu'il y a des enjeux économiques et c'est pas assez concurrentiel par rapport à l'achat de produits neufs. Voilà, on n'ira pas plus loin sur l'aspect des produits neufs, mais voilà, donc je comprends le top 5 et je trouve que c'est bien que les ateliers repères café puissent aller sur ce type d'objets qui aujourd'hui sont plus difficilement réparés. Et je tiens aussi à dire aussi que c'est important aussi de voir, parce que là, c'est votre top 5, mais est-ce que du coup, vous avez d'autres objets, par exemple en bois ou le textile? C'est en gros une question voilà, parce que c'est ce top 5, mais est-ce que du coup, il y a quand même bien une présence sur l'aspect couture? Oui. Voilà, oui, d'accord. Donc, Bah, c'est bien parce que c'est vrai qu'on Oui. focalise souvent sur les repères café avec cette dimension cible produit 3E et que je Oui. trouve que c'est bien aussi d'aller sur d'autres catégories de produits ou même le bois, des Le jouets. bois, oui. Marie-Josée, en 2 mots? Ouais. Oui, 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 effectivement, on a certains sites qui se spécialisent un petit peu en fonction des savoir-faire des bénévoles. Donc, on a effectivement même de l'affûtage d'objets, on a de la couture, effectivement. On a aussi de la petite réparation de meubles et on a certains sites qui sont, comment dire, qui travaillent avec un Fab Lab. On en a Mmh. quelques-uns, donc avec de la construction 3D de petites pièces. Voilà, donc Oui, pour oui, compléter un jeu, par exemple, un cube voilà, d'échecs ou un jeu de dames, il manque des pièces ou des choses comme ça. Ça peut voilà, être, voilà. Et d'accord. on ne fait, voilà, juste la spécificité, c'est qu'on ne fait pas tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est informatique. Alors, certains sites font un petit peu de la réparation quand même, mais nous, on tient vraiment là, sur la MJC Lorraine à laisser j'allais dire, cette partie aux réparateurs, aux artisans et aux auto-entrepreneurs, on leur laisse cette partie-là. Voilà. Mmh. Mais c'est bien parce que là, on est vraiment sur un positionnement de complémentarité puisque c'est Mm. quand même le secteur de la réparation est quand même un peu mis à mal et donc je trouve que c'est bien de réfléchir à cette complémentarité avec le secteur de la réparation et des réparateurs qui sont présents en local, qui peuvent même justement, se faire connaître grâce aussi aux repères café. Et An du coup, pour Ouais, OK, terminer, je enfin, voulais vous inviter à réagir aussi au projet Trucotech, oui, tout qui à est fait. ouais, là, pour Et le coup, on sent juste que pour c'est tout terminer neuf. sur Ouais. le repère café, je voulais juste vous poser la question, est-ce que du coup vous avez, vous, acquis des outils de réparation pour Oui, faciliter justement? Parce que quand je vois les coûts oui, importants pour quelqu'un qui oui, veut faire le projet, vous avez des équipements que vous pouvez mettre à disposition? oui. Alors, D'accord. oui, oui, tout à fait. Donc, on l'a très vite passé dans le diaporama, mais on propose dès le début d'un repère café, on propose un listing de matériel de base qu'il faut acquérir tout au long de l'année. Hein. Mais nous, on vient systématiquement avec tout notre matériel, avec tous nos composants, avec toutes les pièces possibles et imaginables. Alors, vous imaginez quand on se Ça déplace. fait beaucoup de matériel. Mais notre sous-sol à la MJC, donc il y a un gros référencement, j'ai dit, de stock de matériel. Et aujourd'hui, le Covid nous a fait réfléchir et revoir nos fonctionnements. On organise, on a organisé, mais on a arrêté d'organiser les repères café sur rendez-vous, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace quant à l'anticipation de la panne. On peut emmener des pièces sur des objets dont les pannes sont récurrentes. Pour parler de l'obsolescence programmée, on a même fabriqué certains outils qui permettent d'aller chercher la vis qui est tout au fond du truc, du bidule, du machin, et qu'on n'arrive jamais, nous, défaire et dévisser. Donc, on a inventé des longs tournevis aimantés pour aller chercher la vis qui est tout au fond. Au moins, on peut enlever le capot d'un appareil pour pouvoir enfin aller voir ce qu'il a à l'intérieur. Et puis, on a des outils
très spécifiques qui ressemblent à des démontes pneus en plastique qui permettent d'ouvrir des cafetières qui normalement ne s'ouvrent pas parce qu'elles sont clipsées et quand on les déclipse, on casse la structure. Donc, on peut aujourd'hui aller plus loin et puis on forme nos bénévoles justement à tous ces... Vous avez une forte expertise, du coup, Ouais. intéressante. Il faudrait presque encore davantage la partager avec d'autres pairs café. J'imagine que ça les aiderait aussi. Ouais. Donc, en termes d'essaimage et d'augmenter la réparation. Et je vais Écoutez, Agnès et terminer sur Marie-Josée, moi j'ai Trucotech. l'impression que je vais vous apporter un petit café parce que vous On êtes est pas lancés, potes. vous êtes lancés dans Ouais. dans une conversation qui est par ailleurs super intéressante. Et Oui. merci pour la précision, Marie-Josée, sur l'adaptation de vos activités au contexte Covid, parce que ça répond du coup à une question qui avait été déposée par une Oui. autre Nathalie sur le chat. Agnès, en 2 mots, parce que le temps Oui. avance vraiment, sur la Trucotech, vous en pensez quoi? Écoutez, moi sur la Trucotech, je découvre partiellement le projet, parce que j'avais déjà aussi avec notre direction régionale pu aborder ce projet-là. Je trouve qu'en effet, vous répondez clairement à un besoin, à ce public étudiant plus précaire, et donc je trouve que le projet est en effet complètement intégré à une problématique sociale, sur un public en demande, et que je trouve que le projet en effet a une dimension tout à fait innovante, et que par contre, ce que je me dis, c'est peut-être ne pas limiter à cette population d'étudiants précaires, même s'ils sont prioritaires, mais du coup de développer vraiment le côté massification du recours aux produits d'occasion et à la réparation sur l'ensemble du public étudiant. Oui, tout à fait. Ah ouais. Et c'est un beau projet en effet. Oui. Projet à suivre en tout cas, puisqu'on a compris qu'il en était à ses premiers balbutiements ou tout juste. Merci beaucoup en tout cas Marie-Josée, Emmanuel, on sent votre passion, on sent votre engagement voilà, qui sue par tous les pores de votre prise de parole, et ça fait du bien. Merci pour ça aussi. Agnès, on reste avec vous. Juste avant l'intervention vidéo de Christophe Felzin, le directeur du groupement Copélis qui porte le projet Belle Occasion, je voudrais vous inviter là aussi de nouveau à planter le décor. De quoi parle-t-on quand on parle de recyclerie ou de ressourcerie aujourd'hui, et quels sont les chiffres clés qu'on peut mettre en évidence? On va de nouveau partager l'écran de façon à ce que tout le monde puisse profiter de votre support de présentation. Juste le temps que ça s'affiche. Et on va essayer de le mettre en plein écran cette fois pour que Ça soit plus l'ensemble lisible. des contenus soit compréhensible. Voilà, ça va arriver, et je le rappelle, tous les supports de nos intervenants seront disponibles sur le mini-site sur lequel vous vous êtes inscrits, ainsi que le replay de nos échanges de mardi et d'aujourd'hui dans quelques jours tout au plus. Voilà le document. On reprend là où on en était resté tout à l'heure. On le passe en plein écran. Et puis, vous pouvez y aller, Très bien. Agnès. Alors du coup, les quelques petits éléments avant le témoignage qui va être très riche de Belle Occasion. Côté ADEME, donc moi je tenais à vous faire un focus sur recyclerie versus ressourcerie. Voilà, aujourd'hui, nous, une recyclerie pour nous, c'est d'avant tout une structure de l'ESS, et qui se caractérise principalement par le fait qu'elle récupère des biens donnés ou collectés sans achat. C'est-à-dire elle récupère des gisements dont elle n'acquiert pas de manière par un acte d'achat. Donc ça, c'est important au niveau de l'approvisionnement. Et donc du coup, ensuite, il va y avoir une étape de contrôle, de nettoyage, voire de réparation, de transformation en vue d'une revente. Et elle peut être aussi spécialisée en multiflux. Alors quand on dit multiflux, c'est plusieurs flux, genre ça peut être du meuble, du textile, des bibelots, et cetera, des jouets, ou très spécialisée, où on en voit certaines qui se spécialisent, comme par exemple Envie, uniquement sur le flux électrique, électronique, comme le GEM, là, le gros électroménager par exemple, et dont on constate aussi une forte présence du bénévolat, puisque bon, pour dans la majorité des recycleries, sans bénévolat, l'activité, elle aurait du mal à être pérenne.
Et nous, ce qu'on se rend compte au niveau de l'ADEME par rapport à cette capitalisation sur les recycleries, c'est que clairement, c'est un outil territorial de la politique locale de prévention des déchets. Donc, ça fait référence notamment à l'obligation des collectivités à compétence déchets d'avoir un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Et donc, c'est aussi un outil de synergie entre les différentes politiques publiques et pas que justement déchets ou environnement, réduction des déchets, mais aussi sociale et économique. Donc ça, c'est quelque chose d'important et que les collectivités doivent pouvoir bien intégrer dans leur programme et leur dynamique locale. Et juste pour terminer sur cette question de terminologie, le terme générique, il faut bien l'avoir en tête, c'est recyclerie. C'est aujourd'hui le terme générique, même si c'est peut-être pas le meilleur parce que ça fait penser un peu au recyclage, mais c'est recyclerie, puisqu'en fait le terme ressourcerie, c'est un terme qui a été déposé, c'est une marque, hein, comme Repère Café d'ailleurs. Donc l'ADEME ne peut pas l'utiliser non plus comme elle le souhaiterait. C'est donc une marque déposée par le réseau des ressourceries. Et le réseau des ressourceries, par exemple, ce qui pourrait être à distinguer par rapport à une recyclerie, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, tel que le réseau des ressourceries, il y a plus d'une centaine de structures en France, hein, adhérentes à ce réseau, sont forcément multiflux. Par exemple, elles ne sont pas spécialisées sur un seul type de flux. Donc ça, c'est un élément clairement distinctif. Et puis, elles ne font pas de décrémage en amont, elles prennent tout. Certaines structures font de l'écrémage, ça veut dire qu'elles choisissent aussi ce qu'elles récupèrent. Et elles ont forcément obligatoirement dans leur mission de la sensibilisation, alors que certaines recycleries, bah, faute aussi de moyens, hein, faut dire aussi ce qui est, ne font pas d'action de sensibilisation. Voilà. On a aussi alors juste une dernière slide pour vous évoquer aussi quelques éléments, sur un zoom, sur le modèle économique des recycleries. Je ne sais pas si c'est passé à l'écran. Si, voilà. Là, c'était pour vous dire au niveau de nous, de notre expertise ADEME, hein, la visibilité qu'on a sur les différents modèles économiques. Donc là, on avait fait une étude, analyse technico-économique sur 38 structures. Alors, y compris de l'économie conventionnelle, mais une bonne partie de notre échantillon, sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, là, les éléments clés de cette étude-là, donc qui est en ligne, hein, il y a 38 fiches techniques qui présentent les différentes structures de notre échantillon. Et on a aussi élaboré une note de recommandation pour les porteurs de projets, que ce soit en création ou en amélioration. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Et ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est qu'on a pu nous remarquer que par rapport aux facteurs, il y a 3 facteurs qui influencent l'impact de l'équilibre économique des structures. C'est clairement la performance de réemploi qui est elle-même corrélée au poste de vente de recettes. C'est quand même le premier poste de recette, c'est la vente de biens. Il faut vraiment l'avoir en tête et que ces recettes-là, elles sont clairement liées aussi au facteur clé qui est la surface de vente. Il y a une corrélation très claire. Si une recyclerie n'a pas une surface de vente suffisante, elle voit évidemment son modèle économique plus fragile et elle a besoin d'une surface de vente importante et en tout cas pour pouvoir déployer son modèle économique et aussi bien sûr évidemment développer sa performance de réemploi. On a aussi le facteur bien sûr de maîtrise de charge de personnel, hein, le coût de fonctionnement. C'est un élément, un poste aussi qui influence et qu'il faut maîtriser le mieux possible, d'où aussi l'intérêt du bénévolat dans leurs activités. Et on a vu aussi l'importance des relations partenariales et contractuelles avec les collectivités et les éco-organismes. Les éco-organismes, pour certains, versant une somme à la tonne réemployée. Donc, qui vient réduire les charges aussi, clairement, au niveau du bilan d'exploitation. Et donc ça, c'est important aussi de bien veiller à ce que la structure contractualise, en tout cas créer des partenariats sur la durée avec ces 2 entités, partenaires. Voilà, donc ça sur l'aspect, recettes, j'ai évoqué le poste vente de biens. Bien sûr, il y a le volet aide à l'emploi qui est un élément, important dans leur modèle, en termes d'aide au fonctionnement et sur la durée de l'activité. Les subventions publiques, on a pu mettre en évidence qu'au niveau de l'investissement, et c'est là où l'ADEME se positionne, c'est aussi un élément important dans le modèle des structures et c'est vraiment un bon coup de pouce, hein, pour démarrer. Et puis autrement, pour terminer, alors c'est moins positif, mais donc pour terminer sur les freins que nous, on a pu identifier aujourd'hui, remontés par les exploitants, c'est toujours quand même ce problème de déficit d'image du produit de seconde main pour certaines catégories de population. Et notamment, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer sur la plus-value et l'intérêt du recours à la seconde main, de garantir aussi une confiance et une qualité
quand les structures remettent en circuit des produits pour pas justement, avoir ces retours aussi clients, de mauvaise qualité. Donc ça, c'est un enjeu important de vérification, de contrôle, de remise en état des produits avant de les remettre dans le circuit. Et donc on a aussi d'autres freins, hein, c'est, clairement c'est ad un c'est cet élément important, c'est cette tendance à la diminution de la qualité du gisement. Bon, clairement sur le textile, voilà, aujourd'hui ce qui est sur certains équipements électriques, électroniques aussi, où on voit vraiment une baisse de qualité qui nuit beaucoup à la capacité des structures à réemployer et à donner une seconde vie à des produits. Et puis on a bien sûr, parce que je l'évoquais tout à l'heure dans l'intervention Repère Café, c'est cet effet de concurrence entre les produits neufs à bas coût, notamment, bah, sur les 3 E ou du textile, où voilà, on a clairement des produits, qui sont vraiment pas chers en neuf et donc les gens auraient tendance à s'orienter vers ces produits-là, sur les aspects économiques. Mais il faut vraiment appuyer sur l'argument, environnemental et les effets, bénéfiques, du réemploi. Donc je reviendrai aussi sur certains travaux au niveau ressources plus tard, sur ce que nous, on a pu mettre en évidence, sur l'aspect bénéfices économiques et environnementaux de l'allongement de la durée de vie. Et puis reste encore ce frein de moyens propres, qui reste limité pour les recycleries pour pouvoir se développer. Parce que du coup, voilà, il y a le faire sortir de terre un projet, mais il y a aussi le faire vivre et faire en sorte qu'il puisse, poursuivre son activité et se développer. Et là, en termes de moyens, financiers, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour certaines structures. Merci beaucoup Agnès pour cette mise en contexte recyclerie et tout de suite une illustration à travers le retour d'expérience du groupement Copélis et plus particulièrement de la recyclerie Belle Occasion. J'ai rencontré par le biais de Teams la semaine dernière son directeur Christophe Felzin qui nous présente le projet qu'il porte, Belle Occasion donc, et c'est dans les Ardennes que ça se passe. Juste le temps de caler la petite vidéo et on bascule sur le témoignage de Christophe. Ça va arriver quelques instants. C'est toujours dans ces moments-là que la technique plante un peu, mais ce n'est pas très, très grave. N'hésitez pas si vous avez voilà, des questions pour Agnès. Hein, les présentations qu'elle nous fait sont très, 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 très riches. Donc, n'hésitez pas à les déposer sur la conversation. On aura l'occasion de revenir sur vos commentaires ou vos contributions en fin de séquence si vous le souhaitez. Je me tourne du côté de la technique. Est-ce qu'elle arrive la vidéo? Oui, voilà, on me dit 10 secondes. Donc, ça devrait fonctionner. La voilà, c'est parti. Vous êtes le directeur de la ressourcerie Belle Occasion. Belle Occasion, un projet qui ne date pas d'hier, 25 ans de retour d'expérience déjà au sein du département des Ardennes. Racontez-nous ça. Vous avez tout dit. En fait, la ressourcerie est née de l'initiative de membres d'un conseil d'administration d'une association qui s'occupait d'handicapés à l'époque, qui a voulu développer, pour animer le territoire, une action qui n'avait rien à voir avec le handicap, mais qui participait de la vie du territoire. Et c'était une activité classique de récupération, de tri et de revente d'objets, un petit peu une idée de brocante permanente. Et très très rapidement, cette initiative a eu beaucoup de succès. Et le bénévolat s'est transformé à un moment donné en structure d'emploi classique, puisque un certain nombre de salariés ont rejoint les équipes pour faire face au succès de cette montée en charge de cette brocante de village, qui est devenu assez rapidement un dispositif d'insertion sur l'impulsion du conseil départemental qui a demandé d'envisager au conseil d'administration de partir sur ce principe-là. Donc, cette ressourcerie qui a 25 ans l'année prochaine est devenue chantier d'insertion en 2004 et depuis accueille, forme, accompagne des salariés sur les différents métiers qu'on mobilise pour assurer cette fonction de ressourcerie. Le conventionnement de 2020 nous a permis d'accueillir l'équivalent de 61 équivalents temps plein sur la logique de ressourcerie sur l'ensemble du département des Ardennes, ce qui représente à peu près un volant de 120 à 130 salariés différents qui passent une période plus ou moins longue sur une année
une année civile. Et un chiffre qu'on peut noter, par exemple en 2019-2020 étant particulier et non abouti, en 2019 on réalise un taux d'insertion de 74%, de plus de 74%, c'est-à-dire c'est la fraction des personnes qui nous fréquentent et pour qui on a une solution d'emploi ou de retour en formation qualifiante à l'issue. Et quant au métier de gestion des déchets qu'on collecte, on peut citer un chiffre repère qui est de plus de 1000 tonnes d'objets divers collectés sur des opérations de collecte à domicile auprès des particuliers sur le département. Complètement, on est complètement assis sur le triptyque environnemental, social et économique. Économique par la création de valeur bien évidemment positive, hein, puisqu'on valorise les tonnages récupérés, réemployés et revendus, mais également parce que ça représente un évitement de coûts à la collectivité, puisque les tonnages détournés du statut classique de déchets ne viennent pas impacter les coûts que la collectivité a assumés. Notre modèle est fortement basé sur la collecte auprès des particuliers, même si on collecte auprès des opérateurs économiques par ailleurs ou des collectivités, mais 92% de la collecte chez nous se fait auprès des particuliers sur simple rendez-vous et gratuitement. Mais la qualité a tendance à baisser sur la masse récupérée parce qu'on a tout le champ de la vente directe par le biais de plateformes informatiques qui est venu impacter notre modèle, puisque on le voit avec des postures très agressives de sites comme Vinted, on engage, on encourage les gens à traiter directement la revente en direct de la fraction la plus valorisable, ce qu'on pourrait appeler la crème de la matière à récupérer. Et donc, on a affaire à cet écrêtement de la masse la plus intéressante à récupérer. Par contre, et dans le même temps, on a une augmentation très notable des chiffres d'affaires réalisés par les magasins pour information et sans forcément qu'on ait cherché à travailler cet objectif. Depuis le mois de septembre dernier, de manière systématique et constante, les magasins battent les records de chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Un des objectifs à la création de la ressourcerie, c'était quand même de travailler sur un public cible qui était plutôt le public qui avait une difficulté à s'équiper de biens d'équipement ou de consommation en travaillant plutôt la logique de prix faible, de prix bas. Mais aujourd'hui, on voit plutôt un équilibre entre trois catégories de publics. On a toujours cette fraction de public qui est plus désargentée et qui accède de ce fait et par ce biais à des biens d'équipement. Mais on a aussi des gens qui sont plutôt des brocanteurs aussi, on a beaucoup. Alors il faut savoir comme on est frontalier, et pour exemple, au mois de juillet et août dans nos magasins, on parle beaucoup plus flamand que français. C'est assez impressionnant. Et puis on a là ce public de gens qui ont parfois des statuts sociaux plutôt aisés et qui viennent par acte militant acheter de la seconde main, favoriser la récupération dans leurs habitudes de consommation. Oui, ça, c'est la part qu'on voit croître le plus vite. Cette mixité sociale et économique qui se met en place dans vos lieux de vente, est-ce que ça fait évoluer aussi votre modèle? Est-ce que les magasins s'adaptent à cette nouvelle clientèle? Oui, complètement. On est obligé, bien évidemment, de professionnaliser beaucoup la structure, notamment sur la qualité de la mise en avant de nos produits dans nos magasins. On a aussi la dimension d'accompagnement et de formation de nos publics. Donc, plus on va aller vers des magasins qui rehaussent leurs critères de qualité d'accueil, d'ailleurs, plus ça sera intéressant comme support pour former des gens sur des métiers. D'ailleurs, on a parmi nos 4 magasins, un magasin qui s'appelle Atelier Neuf, et qui est une boutique école, puisqu'on forme des personnes à des qualifications, des certificats de qualification professionnelle de vendeurs spécialisés du textile, et le magasin est complètement spécialisé dans le textile moyen de gamme, haut de gamme. Donc on a quand même une rehausse des critères d'accueil, et puis ça peut correspondre quand même à une volonté de se positionner sur le marché de la seconde main avec une qualité d'accueil, une qualité de conseil plutôt élevée. Plus on va vers la professionnalisation, plus les emplois repères sur lesquels on va positionner nos salariés sont proches ou sont équivalents de ceux qui sont déclinés dans le cadre des référentiels de formation des différentes
de différents outils de formation en France. Et donc, plus on va aller vers la professionnalisation, plus on va rehausser nos critères qualité et plus on va atteindre cet objectif également. Oui, depuis 4 ans maintenant, on a, sur la base d'un outil Internet sur notre site qui nous permet de mettre en offre et en avant l'offre qu'on trouve dans les magasins, on a initié ce principe de la vente par le biais du numérique, sachant qu'aujourd'hui, on est dans la première phase de réforme d'ailleurs de cet outil-là, puisqu'on était sur quelque chose qui était très vitrine, on voyait, on pouvait appeler pour réserver, mais on ne pouvait pas encore acheter. Et là, on passe vraiment sur une logique beaucoup plus plateforme et on est en train de faire muter l'outil pour arriver à pouvoir déclencher la vente en ligne systématiquement. Donc le click and collect dans les conditions sanitaires dans lesquelles on est obligé d'évoluer se démocratise et on y va. On a réfléchi depuis quelques années sur le fait que la technique qu'on met en œuvre pour la valorisation d'objets pouvait se transposer aussi sur la question de la valorisation des matières et matériaux. Et notamment, on pilote un projet de remanufacturing dans les Ardennes qui nous a amené à constituer une entité industrielle, une menuiserie industrielle. L'objectif étant pouvoir correspondre aux exigences de certains marchés aujourd'hui d'ampleur qui imposent qu'une fraction des équipements de bureaux, par exemple, proviennent du réemploi ou du remanufacturing. Donc là, il faut quand même avoir une capacité de production qui ne soit pas anecdotique. Donc, dans le cadre d'un projet Interreg REC2, lié au réemploi de matériaux dans la refabrication, on a couru après cet objectif de constituer une menuiserie industrielle qui aujourd'hui est opérationnelle et qui nous permet donc de fabriquer en série des gammes de meubles dont la matière première est une matière première secondaire issue notamment des bois de la déconstruction de bâtiments ou de la fraction des meubles récupérés en déchetterie ou chez nous qui n'est pas réemployable et pour lequel d'ailleurs on évite que le traitement soit la valorisation énergétique. Donc on inclut en plus un potentiel de création de valeur ajoutée supplémentaire à ce qui est rencontré quand on fait soit du réemploi ou soit de la valo énergétique. Alors, pour autant, à côté de cela, on peut forcément faire le constat qu'il existe encore une part du gisement qui échappe à la réutilisation, alors que des objets qu'on trouve en déchetterie devraient plutôt finir sur les étagères de votre ressourcerie chez Belle Occasion. Quel est le relationnel que vous entretenez aujourd'hui avec ces collectivités qui exploitent les déchetteries? Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons qui permettraient d'aller chercher cette part qui échappe encore au réemploi, à la réutilisation? Oui, il y a des projets. Ils ont été longtemps. On a essayé de les faire maturer et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça devient une nécessité également pour les collectivités, puisque les collectivités ont des objectifs de réduction de déchets et comprennent, voient, constatent que la présence de ressourceries sur le territoire permet d'activer des effets de levier intéressants. Vous avez raison, c'est à la source que tout se joue. Et avant qu'un objet prenne le statut de déchet à l'entrée d'une déchetterie, on doit pouvoir installer, poser un filtre qui permet notamment, sur des attelages entre agents de collectivité et agents de ressourcerie, de trier, aider à trier, pour isoler tout de suite la fraction réemployable et éviter qu'on vienne sur un statut de déchet trop vite puisqu'on ne saurait pas récupérer derrière. Ce projet existe, il est dans les cartons chez nous, dans les Ardennes en tout cas, et il sera porté par les syndicats de traitement de déchets et par les collectivités, c'est sûr. Je rappelle quand même, et sauf erreur de ma part, que depuis février 2020, dans le Code des collectivités, l'obligation de favoriser l'accès aux déchetteries pour les structures de l'économie sociale qui ont une activité de réemploi est une obligation pour les collectivités. Donc de toute façon, je pense que co-construire ou co-élaborer une réponse en nous favorisant l'accès aux déchetteries pour pouvoir poser ce filtre serait bénéfique à tous. Non, on a quelque chose qui est même plus d'ailleurs un projet, mais qui est une réalité concrète. On a travaillé à la mise en œuvre d'une démarche d'écologie industrielle de territoire à l'échelle ardennaise. Donc c'est un dossier qu'on a piloté dans le cadre d'un financement Climaction, c'est Région ADEME. Pendant 3 ans, on a mené une étude de faisabilité et on a constitué un groupement d'intérêt public avec d'autres opérateurs locaux d'intérêt, les 2 syndicats de traitement de déchets, l'enfouisseur et le trieur, avec Ardennes Métropole, la plus grosse EPCI ardennaise, l'UIMM et puis le pôle techno Materalia. On est 6 à piloter un groupement d'intérêt public qui
qui met en œuvre une démarche d'écologie industrielle de territoire dans le département, hein, l'objectif étant de développer des synergies entre entreprises, des scénarios de mutualisation de moyens ou de substitution matière. Le poncif connu, c'est les déchets des uns peuvent devenir la ressource en matière première des autres. Et voilà, et on va travailler, animer des ateliers pour mettre en œuvre des synergies concrètes et on va dire, renforcer l'attractivité du territoire quand il y a ce type de démarche. C'est toujours intéressant pour les industriels de savoir qu'ils seront appuyés par des opérateurs externes qui vont travailler avec eux sur la réduction de la facture du coût de déchets généré par les process de fabrication. Et on ira aussi sur les conseils en éco-conception, par exemple. Cette dimension du territoire, elle est importante pour vous. Belle occasion, dans ce qu'il est aujourd'hui, n'aurait pas pu exister de la même manière dans un autre contexte. Il est vraiment inscrit dans le territoire ardennais et il correspond à des besoins locaux auxquels il apporte une réponse. Évidemment, on s'est toujours intéressé et on s'est toujours basé sur la notion de territoire pour envisager nos projets. Parce que déjà, c'est toujours des projets menés au bénéfice des populations, celles qu'on accueille pour les former, mais celles aussi qui sont les habitants pour lesquels du service ou du bien ne sont pas produits ou disponibles sur un territoire. On vient pour corriger ce dysfonctionnement-là. Donc oui, on est très à l'écoute du développement du territoire. Et on est la main dans la main avec nos collectivités. À cet égard, et ce sera ma dernière question, quel est le message que vous adressez aussi aux collectivités quand on évoque le levier de la commande publique? Pour vous, il est puissant et il faut l'utiliser davantage pour promouvoir le réemploi et soutenir des démarches comme celle de Bellocase? Oui, complètement. C'est un outil plus que nécessaire. Les dispositifs de l'économie sociale, notamment ceux de l'insertion par l'activité économique, réclament aujourd'hui moins de subventions que de commandes. On préfère fonctionner avec les moyens qui sont liés à l'activité, à la part d'activité économique qu'on piloterait sur la base d'une commande publique, plutôt que d'aller systématiquement chercher des subventions, qu'elles soient d'équilibre ou de fonctionnement. Je vais prendre un exemple et qui se raccroche au projet d'écologie industrielle de territoire. Réfléchir sur le réemploi et la réutilisation des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments pour les intégrer dans un projet de construction nouvelle pourrait être complètement soutenu par la commande publique qui en ferait un projet double, mais en même temps unique, qui serait de dire comment on favorise la création d'opérateurs tiers qui travailleraient à la récupération et à la dépose préservante des matériaux issus d'une déconstruction pour tout de suite préparer sa réintégration dans un projet de construction nouveau. Donc là, on est sur quelque chose qui ne peut être que du développement d'emploi local, parce que tout ça est de très grande proximité. Et les structures de l'économie sociale sont aussi des bons incubateurs pour réfléchir à accompagner ces projets de territoire, sachant par ailleurs que nos emplois ne seront jamais délocalisables, puisque nous sommes attachés au territoire de par nos financements. Et il faut savoir également que la commande publique peut utiliser les marchés réservés, les marchés d'insertion pour favoriser, du moins pour flécher une part de leur commande sur des structures d'insertion ou du handicap par ailleurs, ils le savent, mais d'insertion aussi, pour réserver des marchés à des structures comme les nôtres. Merci beaucoup Christophe Felzin pour ces quelques mots et l'entretien que vous venez de nous accorder. Merci beaucoup. Voilà pour ce témoignage très complet de Christophe Felzin, un retour d'expérience extrêmement inspirant, j'imagine, pour vous, Agnès. Il y a plein de choses à en dire et à en retenir. Alors oui, Christophe Felzin, c'est un témoignage fort et extrêmement riche en termes de dynamique. Alors, ce n'est pas une structure nouvelle, je veux dire, il y a un historique de la structure. Donc, ils ont progressé, ils se sont développés. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'ils font du jour au lendemain quand on crée une recyclerie. Moi, ce que je retiens, c'est le rôle important des collectivités dans le soutien qu'elle a pu apporter à Bellocase. Moi, ce que je retiendrai aussi de son témoignage, c'est l'importance aussi de continuer à démocratiser le recours au réemploi par rapport à ces fameux 3 publics différents qu'il a évoqués, de ne pas orienter uniquement le réemploi justement vers des
publics précaires, même si en effet c'est important parce qu'il faut répondre à ça et ça fait partie de la vocation de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai que nous, on pousse à ce que justement on puisse développer une offre de produits qui puisse démocratiser le recours au réemploi. Donc voilà, même des gens, on va dire, à revenus importants ou moyens, voilà, c'est bien d'aller les chercher et de permettre justement ce que le réemploi puisse se démocratiser. Et c'est ce qu'on voit notamment quand il parle de son offre du programme Interreg avec ces meubles récupérés issus de gisements dont il a la possibilité d'accès. On voit clairement que le produit, il n'a pas évoqué dans son témoignage, mais les produits qu'on a vus en photo, forcément, un produit comme ça ne peut pas être vendu à un prix faible. Donc, c'est forcément une population qui va être en capacité aussi d'acheter ce produit-là. On le voit, il y a aussi Atelier Déco Solidaire qui travaille beaucoup sur le design et qui font limite des pièces uniques à partir de matériaux de récupération. Atelier Déco Solidaire, c'est en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et ce côté, justement, récupération de matière retravaillée à partir de bois ou de recréer du meuble, alors déjà, c'est une compétence importante qu'il faut développer. La menuiserie industrielle, c'est un vrai métier. Et je trouve que c'est vraiment un très, très beau projet. Et je pense aussi que même justement au niveau de leur offre, la mise en visibilité, en effet, le Clean Collect peut être, le Click and Collect peut être un outil pour mieux faire connaître leur offre. Et comme lui le disait aussi, c'est que le levier, en effet, achat, aussi d'entreprises ou collectivités peut être un levier pour développer leur activité, notamment une collectivité qui font un accueil, qui font les maisons France Service où il faut faire de l'accueil, apporter du mobilier dans les entreprises. Pourquoi chercher à tout standardiser les bureaux de 50 d'un étage entier? Pourquoi chercher pas plutôt à innover et à mettre une place au réemploi, notamment aussi sur le mobilier? Donc, dès lors qu'on a une offre qui existe, c'est important. Moi, j'aurais voulu aussi redire tout l'intérêt qu'il a mis aussi sur la démarche d'EIT. Clairement, c'est quelque chose de très complexe qui met beaucoup de temps sur les territoires à se développer. Je n'ai pas encore, moi, au niveau du siège, capitalisé de manière approfondie sur justement la place du réemploi, de la réutilisation et aussi la contribution des acteurs recycleries ou acteurs de l'EASS du réemploi dans des démarches d'EIT. Ce serait que c'est important. Je pense que c'est encore très, très minime en termes de contribution. Donc, moi, je retiens que Bel Ocase est intégré dans ce groupement d'intérêt public et que du coup, ils œuvrent pour développer l'activité du réemploi et essayent de contribuer à l'échelle d'une démarche de IT. Donc, on peut que saluer cette démarche-là. Et donc, au niveau de l'ADEME, nous, on est vigilants à essayer d'accompagner le mieux possible. Il y a aussi en effet, je confirme bien par rapport à la loi AGEC, cette obligation, on va dire, des collectivités. Alors, c'est bien, c'est rédigé de manière très particulière, On n'a pas une obligation claire et nette que les collectivités doivent avoir une zone de réemploi dans toute leur déchetterie. C'est pas comme ça qu'est écrit l'article. Il est écrit que s'il y a un acteur qui en fait la demande d'avoir accès à une zone, en tout cas un gisement potentiellement réemployable via les déchetteries, la collectivité donc est en obligation de répondre. Voilà, donc c'est tourné d'une façon aussi, s'il n'y a pas la demande, voilà, il n'y a pas l'obligation, mais s'il y a la demande, il y a l'obligation. Donc clairement, c'est un levier important. Et donc nous, au niveau de l'ADEME, d'ailleurs, on a des aides forfaitaires aux zones de réemploi en déchetterie au niveau de notre système d'aide. Je ne peux pas m'étaler aujourd'hui sur ça, mais en tout cas, voilà, il y a des possibilités. Et puis, en effet, il y a un autre point, mais qui revient pas spécifiquement sur Bel Ocase, mais par rapport à toute cette dynamique de développer le réemploi dans des projets aussi innovants, matériaux de récupération, pour réintégrer du matériel de récupération, notamment dans le bâtiment. C'est un levier très, très important parce qu'il y a vraiment un potentiel important en termes de gisement. C'est pas simple, de recaractériser du matériel ou des produits. Il faut les requalifier, mais c'est un gisement sur lequel il faut qu'on travaille et les collectivités, en effet, comme étant maîtres d'ouvrage et ayant quand même, du bâtiment et ayant quand même une activité de maîtrise d'ouvrage de leur bâtiment, c'est sur quelque chose que justement sur lequel il faut travailler. Et je terminerai, là-dessus sur, l'ouverture aussi alors, par rapport à l'accompagnement ADEME, demain, il y a clairement, vous l'avez en tête, la loi AGEC qui fixe des objectifs importants, une ambition sur le réemploi et le plan de relance. Donc, pour information, si vous ne l'avez pas en tête, il y a 21 millions d'euros de fléchés sur le secteur du réemploi.
et qui vient abonder le fonds économie circulaire de l'ADEME. Donc nous sommes en préparation au niveau de l'ADEME sur, l'accompagnement et l'usage de ces fonds pour le secteur. Et donc en effet, des projets innovants, on y sera tout à fait, vigilants. Merci Agnès. Christophe évoquait aussi le levier de la commande publique, ce qui nous permettait d'ailleurs de faire le lien avec le thème abordé en première partie de matinée. Il évoquait aussi ces relations avec les collectivités. On voit bien que ces collectivités territoriales ont un rôle aussi de booster ou à tout le moins d'accompagnateur de ces initiatives de type recyclerie. Vous souhaitiez revenir là-dessus plus spécifiquement, Agnès, pour conclure votre intervention et nous faire aussi un point sur l'ensemble des ressources. Vous évoquiez l'accompagnement de l'ADEME, mais c'est vrai que l'accompagnement de l'ADEME, il se traduit aussi par la mise à disposition de toute une série de ressources sur ce thème du don, du réemploi et de la réparation. Donc, on conclura avec ça aussi. C'est de nouveau un partage d'écran, hein, je pense, Agnès. Oui, Vous avez encore d'accord. quelques diapos. On va les mettre à l'écran tout Oui, de puis je suite. vais commencer, Elles y sont, doucement, voilà. voilà, Donc sur c'est l'aspect, parfait. en effet, je voulais appuyer vraiment sur le rôle de la collectivité, locale, sur le soutien aux recycleries. Pour nous, c'est côté ADEME, c'est vrai que c'est un rôle essentiel, mais dès l'amont du projet et sur toute la durée de vie d'une activité de recyclerie. Je ne reviens pas sur le fait que c'est, voilà, j'appuie sur le fait et pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, pour moi, c'est vraiment un outil territorial d'une politique, déchets sur un territoire. Beaucoup de collectivités l'ont déjà bien compris, que du coup, c'est un détournement possible, de gisements qui partiraient, à l'enfouissement, à l'incinération, voire même au recyclage, hein. C'est de détourner le maximum de produits matières qui ont ce potentiel-là et ce sont des leviers importants, sur le territoire, bien sûr avec cette dynamique aussi sociale, et économique. Mais clairement, la collectivité, il faut qu'elle travaille dans une logique de partenariat et de coopération avec ces structures-là, en accompagnant les projets du point de vue technique et financier, en investissant aussi du temps sur l'amont, sur l'étude de faisabilité. Bien sûr, nous, l'ADEME aussi, on accompagne, hein, sur l'amont des projets. On peut financer des études de faisabilité et ensuite les investissements, mais la collectivité est un acteur clé pour venir, soutenir, notamment, pour faciliter la mise à disposition ou aménager un local. Certaines collectivités, bon, bah, du coup, gèrent le bâtiment et ensuite trouvent l'acteur pour assurer l'exploitation de l'activité. Donc, dédie du temps, de l'investissement pour cette activité-là qui va être après gérée par un exploitant désigné, notamment, sur le secteur, d'un acteur de l'économie sociale et solidaire, hein. On n'a pas d'acteur privé qui va s'intéresser au gisement de détourner des déchetteries ou voilà donc bon clairement c'est vraiment ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, devoir contribuer et conventionner, pour faciliter l'accès, au gisement, voire, donner, des possibilités d'aller faire de la collecte auprès des administrés sur le territoire et de pouvoir venir, soutenir, la constitution et la dynamique de réseaux locaux, bah, de réemploi au sens, large, et de recyclerie aussi au sens, voilà commun du terme. Et donc, là, la petite photo que vous voyez à côté, c'est, un document auquel, on a contribué au niveau de l'ADEME du siège, mais qui est une publication de la région Île-de-France, hein, de notre DR Île-de-France, avec le réseau francilien, le REFER et je vous avez le petit lien, vous aurez accès à tout ça. C'est une brochure à destination des élus, justement pour dire, bah, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Comment moi je peux, en quoi c'est intéressant pour moi? Donc sur toute cette question des effets utiles de ce type d'outils et comment moi je peux y contribuer, et donc si vous avez besoin d'aller, vers les élus ou, porter ce type, d'activité, c'est une ressource, dont vous pouvez disposer. Et je terminerai sur des différents axes, prioritaires de développement, où ce que nous, en tout cas, clairement, hein, le message, c'est qu'on priorise le réemploi et la réutilisation par rapport au recyclage, hein. On a un levier très fort des filières REP. Aujourd'hui, demain, enfin aujourd'hui et demain surtout, on aura quasiment une énorme majorité des flux qui seront couverts par des REP et c'est un levier assez puissant, que nous, on estime, important, d'un rôle qu'ils vont avoir à jouer demain pour soutenir le secteur, et les acteurs, notamment au travers des fonds réemploi,
et aussi réparation et fonds réemploi qui vont se mettre en place progressivement. Donc ça, c'est vraiment, un levier fort par rapport au soutien au développement du secteur. Bien sûr, travailler par rapport à la qualité, par rapport à la capacité des produits demain, à être réparables. Il faut qu'ils soient éco-conçus de façon plus durable. Donc justement, lutter contre cette possibilité d'obsolescence programmée, maintenant qui est légiférée dans la loi, donc comme un délit, hein, mais faut-il encore le prouver? Donc c'est vraiment d'accompagner l'offre, pour avoir une offre, de produits plus durables quand ils sont neufs et aussi éco-concevoir des produits, comme là on avait le cas, à partir de produits ou de matières, issues du réemploi, ou de la déconstruction ou des flux de produits qui auraient pu, partir, au recyclage ou à l'élimination. Le levier achat, clairement, hein, on l'a évoqué plusieurs fois, j'insiste, achat responsable et privé et public, hein. Bon, bien sûr, là, on a beaucoup parlé de la commande publique, mais il faut aussi travailler sur l'achat responsable au niveau du secteur privé. C'est un levier puissant pour soutenir et développer le réemploi, ce secteur-là. Et puis bien sûr, hein, la sensibilisation à la communication qu'il faut continuer pour montrer les effets utiles et tous les bénéfices multiples, hein, voilà, sociaux, environnementaux. Et j'insisterai, et je l'ai déjà dit, sur démocratiser le recours au réemploi. C'est pas que les cibles précaires qui peuvent aller acheter en recyclerie, c'est de démocratiser au plus possible ce réflexe-là, et de continuer à travailler sur cette confiance vis-à-vis de la seconde main. Donc voilà, c'est de garantir une qualité aussi de vérification, de contrôle pour la remise en circuit de ces produits, et de tendre vers plus de sobriété matière, au niveau de notre consommation et en étant vigilant aussi à ces effets rebonds, que nous, on peut commencer à constater, qui en tout cas qui sont là, qui sont possibles. C'est-à-dire que voilà, acheter de l'occasion, c'est pas «j'ai fait mon b.a-ba et c'est terminé». Non, c'est: «Attention, je peux acheter de l'occasion, mais n'accumulez pas d'objets, parce que là, du coup, c'est pas bon». L'idée, c'est que ça serve, et ne cherchez pas non plus à renouveler sans arrêt les produits. Donc ça, ce sont des messages forts que nous, on porte aussi dans le cadre de la campagne nationale sensibilisation, longue vie aux objets.fr, où il y a des kits de communication clés en main, notamment pour les collectivités, pour qu'elles puissent relayer aussi cette campagne nationale. Et donc je terminerai sur les ressources. Donc voilà, j'imagine que nombreux d'entre vous connaissent, le site Optiged, hein. C'est un outil ADEME, où c'est notre «vitrine» entre guillemets, hein, pour économie circulaire, où on met nos outils, les méthodes qu'on peut développer qui sont au service du plus grand nombre, les retours d'expérience avec ces fameuses fiches, Optiged action résultat. On a les accès aux derniers travaux et aux ressources aussi d'autres partenaires. Dès qu'on peut, on essaye de faire des liens avec des travaux, qu'on aurait pu nous accompagner, financièrement ou soutenir de manière, via une convention. Donc vous retrouvez, l'ensemble des ressources, hein, au niveau de l'ADEME, où on capitalise, le maximum sur des initiatives aussi dans les territoires avec ces synthèses thématiques sur la réparation, sur les recycleries. Et puis, nos derniers travaux sur lesquels je voulais, attirer votre attention, c'est, des travaux justement sur l'évaluation des bénéfices économiques et environnementaux de l'allongement de la durée de vie des produits. Clairement, on a mis en évidence des bénéfices réels. Alors, économiques, on peut l'entendre assez facilement, mais donc du coup qui confirme aussi, le bénéfice environnemental, d'allonger la durée de vie, et aussi au travers de la réparation. Clairement, de faire réparer ces produits, allonger la durée de vie, des produits au maximum au lieu de renouveler aussi trop souvent et trop tôt ces produits présentent des réels intérêts. Donc vous avez des indicateurs, des chiffres clés qui peuvent être utiles aussi genre justement dans le cadre d'ateliers de repères café ou lors d'actions de sensibilisation dans des structures de recyclerie ou d'événements, pouvoir utiliser ces infographies. Elles sont disponibles en ligne, en médiathèque ADEME. Donc voilà, l'idée étant de pouvoir faciliter aussi cette action de sensibilisation auprès des populations. Merci beaucoup Agnès pour cet exposé qui donne envie d'aller refaire un tour effectivement sur le site Optiged et sur la médiathèque de l'ADEME qui sont des endroits à fréquenter si vous souhaitez avoir accès à toute une panoplie de ressources et pas uniquement d'ailleurs sur la thématique du réemploi et de la réparation, mais sur l'ensemble des thématiques de l'économie circulaire traitées par l'ADEME. Merci Agnès d'avoir joué
joué ce rôle d'invité fil rouge, de grand témoin pour cette séquence thématique. Toutes les questions qui ont été soulevées dans le chat ont reçu des réponses en live de la part de nos différents intervenants. Je propose donc de ne pas y revenir et d'aller tout de suite du côté de la DREAL, retrouver Richard Marcelet qui nous a aussi écouté avec attention, je le sais. Réemploi, réparation, loi AGEC, est-ce que ça va bien ensemble? Oui, il y a plein de choses à y trouver. Alors oui, en effet. Donc, rebonjour. Je pense que les intervenants que vous avez eu dans cette deuxième partie de matinée ont parfois fait référence à la loi AGEC. Donc, en effet, bien sûr, la loi AGEC, il faut bien connaître que l'économie circulaire, pendant longtemps, on l'associait uniquement aux déchets. Et l'un de ces objectifs de la loi AGEC, c'est de montrer que l'économie circulaire, ce n'est pas que la gestion des déchets, c'est aussi penser à l'éco-conception et soutenir l'éco-conception des projets, on en a parlé tout à l'heure. Et puis aussi à tout ce qui est réparation, recyclage des biens et d'augmenter leur durée de vie. Alors, vous allez retrouver dans les deux diapos qui, en principe, sont affichées, sont à l'écran. Oui, c'est bon? Elles sont à l'écran. Elles ne sont pas en plein écran, par contre, mais elles y sont. Ça, je devrais pouvoir le faire. Voilà. Super. Donc, je vais revenir sur trois thèmes dans la loi AGEC et qui parlent de dons, réparation et réemploi et des leviers pour les collectivités. Pendant longtemps, en fait, alors c'est le cas pour vous, collectivités, c'est le cas pour nous, État aussi, et tous les biens qu'on possédait, ce sont des biens publics, donc c'est difficile de s'en débarrasser une fois qu'ils sont, on ne veut plus les utiliser ou qu'ils sont inutilisables. Et donc, la loi AGEC favorise justement cette deuxième vie aux produits qu'on n'utilise plus et qu'on peut donner du coup maintenant aux associations reconnues d'utilité publique. Alors, c'est notamment tout le matériel informatique obsolète ou inutile. Donc, c'était possible, c'était plus restreint, la loi AGEC étant cette possibilité-là. Il y a également, alors vous auriez pu avoir un autre témoin encore ce matin, je pensais en vous écoutant à Envie, qui travaille sur le recyclage et notamment Envie en 54 qui travaille sur le recyclage, le réemploi, pardon, tout ce qui est matériel de santé. C'est vraiment un très très fort levier, tout ce qui est, vous savez, lit médicalisé, fauteuil roulant, etc., qui coûte très très cher à l'achat, alors que généralement, lorsqu'on les utilise, lorsqu'ils ne sont plus utilisés, ils ne sont pas pour autant plus utilisables. Donc voilà, il y a des conventions de dons possibles pour tout ce type de matériel. Il y a des possibilités aussi de réemploi des biens scénographiques. On a parlé aussi tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas trop revenir dessus, mais les conventions avec les acteurs de l'ESS qui souhaitent récupérer des biens en déchetterie. Donc, on en a parlé à 2 reprises. Donc, obligation pour les collectivités de prévoir des zones de réemploi lorsque ces acteurs de l'ESS le demandent. Donc, voici quelques leviers possibles. On a aussi dans la loi AGEC un autre aspect qui facilite le don, la réparation et le réemploi. L'idée, c'est de mieux informer les consommateurs, et consommateurs, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on peut considérer que État aussi, collectivité, quelque part, comme on achète, on consomme. Et donc, nous aider aussi à choisir dans nos achats via la mise en place d'un indice de réparabilité et de durabilité des produits. Donc là, c'est l'idée d'éclairer l'acheteur sur la possibilité de réparer le produit qu'il va acheter. Au moins d'en avoir connaissance dès la phase d'achat. Et puis des informations sur la disponibilité des pièces détachées aussi, on commence à le voir. C'est important parce que ce n'est pas parce que c'est votre bien est réparable que vous allez pouvoir le faire. S'il n'y a pas de pièces détachées pour le faire, vous serez bien embêté. Et puis si vous n'avez pas d'informations dans le mode d'emploi pour réparer, c'est pareil, ça risque de ne pas être évident. Donc voilà, la loi AGEC, elle permet tout ça, à la fois d'informer le consommateur sur la réparabilité et la durabilité du produit, s'assurer qu'il aura des pièces pour le réparer et qu'il y aura un mode d'emploi qui permet de le faire. Voilà.
Merci beaucoup, Richard. Et vous évoquiez envie, autonomie. Ça m'a rappelé quelque chose et Valérie vient de le confirmer elle-même dans la conversation. Envie, autonomie, dans sa section de tout, l'a témoigné l'année dernière lors de nos journées économie circulaire et déchets qui étaient, c'était le bon temps, hein, Valérie, encore organisé en présentiel à Tomblaine. C'est un témoignage extrêmement intéressant et qui reste toujours d'actualité. Valérie, qu'avez-vous retenu de cette séquence qui a été, ma foi, assez riche? Oui, très riche, très riche. Donc, en effet, donc le contexte a été posé, le panorama, les chiffres clés ont été donnés. On a un recueil de ressources. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai qu'Agnès a cité Optiged, mais du coup, je refais un petit clin d'œil au Grand Nancy, à la MJC, parce que c'est vrai que l'opération autour des jouets, des Repair Café autour des jouets, pourrait être très sympa à mettre en avant, ou encore l'expertise au niveau des outils justement de la réparation. Parce que c'est vrai qu'on n'encourage pas forcément à les mettre sur Optijet tout ce qui est fait, parce qu'il y a des fois des opérations qui sont très similaires les unes les autres. Donc, mais en tout cas, voilà, quand une sort un peu du lot, c'est intéressant d'aller la mettre en valeur sur Optijet et puis de permettre à tous de bénéficier de ce retour d'expérience. Donc voilà, Emmanuel et Marie-Jo, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Optiged. Ce sujet, oui, je retiens que ça a été bien mis en avant, ça crée du lien, ça maintient des savoir-faire sur un territoire. Je vois avec belle occasion aussi que ça peut aller vers de l'écologie industrielle territoriale. Ça peut donc en effet développer des activités qui a priori ne seraient pas forcément liées avec une ressourcerie, avec du réemploi. Et en tout cas, ça montre bien, et c'était l'objectif vraiment de cette séquence, ça montre bien le rôle de la collectivité et cette dimension territoriale qui est très importante. Et donc, Agnès a développé beaucoup d'arguments. J'espère que vous allez pouvoir repartir avec et notamment aller vous inspirer de ce guide pour les élus pour mobiliser tout le monde sur ce sujet dans vos territoires. Pour conclure, je dirais que oui, on est de nombreux partenaires aussi à vous accompagner, hein, comme sur beaucoup de sujets. Donc, l'ADEME, la région, je pense aussi à la CMA, qui n'est pas forcément présente aujourd'hui, mais qui anime justement tout ce réseau des réparateurs. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vers eux pour les mobiliser. On voit bien l'articulation qui peut être faite entre cette offre de réparation privée avec un modèle économique certain, mettre en avant les artisans de la réparation qui en ont sûrement besoin aussi en cette période, d'être soutenus et mis en lumière, et puis l'articulation avec d'autres actions qui peuvent être faites sur le territoire comme les Repair Café. Voilà, non, c'était très riche. Je me perds un peu dans toutes mes notes, mais j'espère avoir retenu l'essentiel et voilà. Je vous remercie pour cette conclusion, Valérie. Merci aussi à vous tous qui nous regardez pour votre indulgence, parce qu'on a un petit peu explosé le temps le temps de conclusion sur cette dernière partie de webinaire. J'espère que vous avez commencé à manger votre soupe ou en tout cas à déjeuner face à votre écran, et que votre estomac ne crie pas trop famine. Merci aussi à l'ensemble de nos intervenants de cette deuxième partie de webinaire. Valérie, bien sûr, qui l'a encadré, mais aussi Agnès, Emmanuel, Marie-Josée, et puis par procuration, par l'intermédiaire de la vidéo, Christophe Felzin, pour le témoignage intéressant qu'il a apporté également. Merci à Richard Marcelet pour les points réglementaires et puis les petits coups de boost bienvenus qu'il nous a donnés ponctuellement en fin de chacune de nos séquences thématiques. Ces rencontres régionales économie circulaire et déchets 2020 touchent à leur fin. On espère vous voir l'an prochain, peut-être en vrai, peut-être par le biais de l'écran, peut-être les deux, on ne sait pas. Tester un nouveau modèle, c'est aussi en découvrir certains avantages, et on l'a vu à travers les commentaires que vous avez déposés sur le chat, que pour certains d'entre vous, ça pouvait aussi être une alternative revêtant un certain intérêt, et c'est bien
communauté de notre côté. Portez-vous bien. La fin de l'année approche. Espérons collectivement que 2021 sera meilleur. Vous allez me dire, on ne pourrait pas faire pire de toute façon, ou pratiquement pas. Portez-vous bien, je le disais, à l'approche de Noël, pensez réemploi, réparation. Ça vous aiguillera peut-être dans le choix de vos cadeaux. Et à très, très bientôt en ligne pour découvrir le replay de ces rencontres régionales et aussi l'ensemble des documents supports des intervenants sur le mini-site dédié. Merci. Merci à tous, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Merci.